Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. En forme ? J'adore lire vos retours sur le podcast. Merci d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire. Et pour les autres, le lien est toujours dans les notes de l'épisode. Pensez-y, ça m'encourage. Les étoiles et commentaires aussi, mais ça vous le savez déjà. Je vous prépare par ailleurs un nouveau calendrier de l'Avent qui sera accessible sur LinkedIn et Instagram, sur mes profils perso Delphine Zanelli, ainsi que sur la page LinkedIn du podcast. Je vais y partager comme l'an dernier des conseils des invités du podcast pour 2022, mais cette année j'aimerais aussi ajouter les vôtres, chères auditrices et auditeurs. Partant ? Ce sont des conseils très simples issus de vos pratiques et dont vous souhaiteriez faire bénéficier les auditrices et auditeurs. Vous pouvez me les partager par mail à contact@l'entreprisededemain.fr ou alors par message privé LinkedIn ou Instagram. Bon, comme promis, Frédéric Desrosiers nous livre aujourd'hui les étapes pour créer une communauté interne. Un vrai cadeau parce que le fruit de plusieurs années d'expérimentation, du concret, de l'éprouvé, de l'actionnable, sans usine à gaz, comme on aime par ici. Écoutons-la. Donc Frédéric, sur la création de communauté qu'on a vu dans la première interview, vous avez quand même, j'imagine, suivi des étapes précises et puis aussi avec le recul, l'expérience, peut-être quelques recommandations que vous auriez pour des personnes qui nous écoutent et qui voudraient essayer de faire la même chose dans leur entreprise. Alors, je vous écoute. Alors, clairement, la première étape, c'est d'avoir cette conviction. Ça part souvent d'une conviction. Donc, une conviction forte qu'on peut et qu'on doit faire les choses différemment. Donc, la communauté, ça demande de remettre en cause quelque part le rôle, le format traditionnel d'un service pour aller chercher des bénévoles en relais à votre équipe. Alors, il faut être convaincu qu'on est capable et qu'on a envie de le faire. Ensuite, je pense que c'est important d'aller chercher le soutien et l'accord de la direction. Donc, la deuxième étape, je dirais, d'en parler à votre direction pour être sûr qu'ils vous suivent parce qu'ils devront eux aussi être sponsors dans cette démarche et vous aider à relever des problèmes qui peuvent arriver parfois, par exemple, s'il y a des managers qui n'ont pas envie de prêter leurs ressources. La troisième étape qui est extrêmement importante pour moi, c'est vous créer un réseau d'alliés. Donc, pour moi, les alliés, c'est les personnes qui vont être d'accord pour parler positivement de votre projet, qui vont vouloir le tester. Comme c'est un changement important, vous ne pourrez pas être le seul sponsor et du coup, d'avoir ce réseau d'alliés qui parlent pour vous et qui vous accompagnent et qui vous soutient et qui testent avec vous l'idée, c'est ultra important. Donc ensuite, évidemment, il faut construire un projet qui est simple à comprendre, qui est simple à partager, sur lequel les managers et les prospects peuvent se raccrocher. Le présenter. Donc nous, on a choisi de réunir une liste de personnes qu'on avait pré-identifiées comme étant des potentiels pour la communauté des facilitateurs. Donc présenter à ces personnes. On avait demandé au directeur d'aller les voir pour montrer que la direction soutenait la démarche. Donc, c'est les directeurs qui les ont invités à la base à se présenter, à venir à la présentation. Les membres du CODIR ou leur manager ? Les membres du comité de direction. D'accord. Par contre, ils ne donnaient pas l'information. Ils faisaient juste leur dire qu'on avait quelque chose à leur présenter, qu'on avait pensé à eux et leur demandaient à minima d'assister à la présentation. La demande, c'était que ça. Ensuite, donc je vous disais, on les a réunis. On a présenté notre projet dans une présentation qui faisait peut-être une demi-heure, 45 minutes. Et après, on avait invité des personnes à témoigner, des personnes qui avaient déjà testé ce rôle d'accompagnement terrain, à témoigner de leur expérience et à répondre aux questions.
À la fin de la rencontre, on leur a dit, rentrez chacun dans vos services, réfléchissez à ce qu'on vous propose, parlez-en à votre manager pour voir si c'est possible en termes d'organisation de vos services et ensuite vous reviendrez vers nous pour vous positionner. Donc, l'idée ici, c'était qu'ils aient un temps de réflexion pour aller et qu'ils reviennent eux vers nous dans l'action. Donc, qu'ils prennent la démarche de revenir nous voir pour nous dire oui, j'ai envie d'essayer. Et ça nous permettait d'avoir un engagement qui était beaucoup plus fort, en fait. Un engagement réfléchi et dans l'action. Et quelque part, c'est eux qui sont allés le vendre à leur propre manager, en fait, une fois qu'ils étaient convaincus. Et voilà, une fois qu'ils avaient posé toutes leurs questions, qu'ils avaient échangé avec nos témoins, ils ont été capables d'aller voir leur manager et leur dire, moi, j'ai vraiment envie d'essayer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible? Donc, clairement, c'est des discussions qui doivent avoir lieu dans des services assez matures avec des gens assez matures. Aussi, le choix qu'on a fait chez UJTech, notre conviction de commencer avec les facilitateurs, c'est aussi que le problème de charge, il était au niveau de l'accompagnement managérial. Ce n'est pas nécessairement la façon la plus simple de se lancer parce que les indicateurs de performance sont plus difficiles à recueillir dans ce contexte-là. Donc, si vous avez des inquiétudes sur votre capacité à le faire, c'est peut-être plus facile de se lancer sur des sujets traditionnels de gestion de projet, d'amélioration continue, où dans nos organisations traditionnelles, on arrive à avoir des indicateurs qu'on connaît mieux, comme tous nos indicateurs opérationnels d'amélioration de la performance, tout ça. Donc, il faut vraiment faire un choix stratégique sur votre première communauté, le sujet qu'elle doit porter. Et aussi un choix stratégique, j'entends, sur les personnes que vous avez envie d'avoir comme facilitateurs, parce que vous avez pris des gens qui à la fois étaient à même de piloter, de faire ça, mais aussi des gens qui avaient peut-être un manager que vous saviez appétent pour les laisser faire. Vous n'êtes pas allé chercher non plus des gens dans des services où il y aurait eu des managers totalement braqués sur ce genre de pratique, j'imagine. Alors, cette première communauté, effectivement, on s'est autorisé à courtiser des profils spécifiques, mais je vous dirais que j'ai eu 2-3 personnes qui n'avaient pas été sollicitées à la base, qui sont venues me voir pour me dire, j'ai entendu parler que tu lançais ce projet des communautés, ça m'intéresse, est-ce que je peux en faire partie? Et là, j'étais vraiment très contente. J'avais l'impression d'avoir tout gagné. Du coup, ils en ont fait partie et ils sont encore aujourd'hui très engagés dans cette communauté. Comment, Frédéric, vous gérez la frustration? Parce que vous avez dit que cette communauté, la première communauté, vous l'avez pas ouverte. Comment vous gérez? Il y a deux choses. Un, comment vous avez maintenu des gens dedans? Parce que vous avez dit que quelques personnes sont parties, mais comment vous maintenez actifs sur la durée? Et deux, comment vous avez géré les frustrations de ceux qui n'ont pas pu venir? OK. Alors, c'est hyper important pour garder la communauté active de l'animer, de trouver le bon équilibre d'animation. Donc, la communauté des facilitateurs, ils sont assez autonomes et dans la construction et dans les envies qu'ils ont. Mon rôle, c'est vraiment de leur apporter toujours de la matière à haute valeur ajoutée, de les réunir, de répondre à leurs besoins et de célébrer nos victoires en fait. Hein. J'organise des célébrations, des fêtes, je fais venir des conférenciers externes pour continuellement les nourrir et les garder engagés. Ensuite, effectivement, il y a eu quelques frustrations lors du démarrage de la communauté. Certaines personnes qui auraient voulu s'investir, mais pour qui c'était pas le bon moment parce qu'ils avaient déjà des projets importants dans leur rôle. On leur a dit assez simplement, en fait, que nous, on avait besoin de stabilité dans la communauté et qu'on allait figer la communauté dans le temps. Maintenant, 3 ans plus tard, on commence à avoir de plus en plus de demandes et c'est pour ça qu'on se questionne sur comment la faire évoluer avec des nouveaux profils et surtout, on veut pas passer à côté des bonnes volontés. Et du coup, il faut pas toujours, quand les gens ont envie de s'investir, il faut éviter de leur dire non. Donc, on essaie là de trouver une façon de leur permettre de s'investir dans nos communautés. Partons pour créer une communauté? Par où allez-vous commencer? Soyez malin, vous pouvez commencer par tout petit et obtenir de premiers résultats pour convaincre vos pairs, managers
etc., d'aller plus loin. Souvenez-vous ce que Philippe Zilberstein nous partageait dans l'épisode 11 de la saison 3, l'importance des petites victoires pour la transformation. J'y crois vraiment, je l'ai largement expérimenté, c'est même ma botte secrète. Allez, à vos communautés et à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.